Le système digestif humain est très complexe et a évolué au cours de millions d'années. Il se compose essentiellement du rectum, du gros intestin, de l'intestin grêle, du pancréas, de l'estomac, également appelé ventriculus, et du foie avec la vésicule biliaire. L'ésophage fait également partie de ce système, ainsi que diverses glandes salivaires. La nourriture est d'abord broyée dans la bouche par les dents, puis mélangée à la salive à l'aide des glandes salivaires. La salive contient une enzyme digestive appelée amylase qui commence déjà à digérer les glucides dans la bouche. Le mélange de nourriture et de salive en forme de boule, également appelé bol alimentaire, est poussé dans la gorge par la langue et, finalement, dans l'ésophage qui propulse le bol alimentaire vers l'estomac. La lumière ésophagienne, c'est-à-dire l'espace intérieur de l'ésophage, est très flexible, ce qui permet de transporter des bols alimentaires de différentes tailles. L'ésophage est constitué de plusieurs couches. Ces couches se retrouvent dans tout le tube digestif. La couche musculaire circulaire, composée principalement de fibres circulaires, et la couche musculaire longitudinale sont responsables du péristaltisme. Grâce à ces deux muscles, le bol alimentaire peut être transporté de la bouche à l'estomac, même si la personne est debout sur la tête. L'estomac est normalement divisé en 6 zones. L'estomac est composé d'une structure similaire à celle de l'ésophage. Il possède une couche musculaire longitudinale à l'extérieur. En dessous, on trouve des fibres musculaires circulaires. En plus de cela, il y a une couche musculaire oblique. À l'intérieur, il y a des plis gastriques qui permettent à l'estomac de s'élargir lorsque la nourriture est consommée. La paroi de l'estomac contient des glandes gastriques. Elles produisent du mucus qui est capable de protéger la paroi de l'estomac contre l'acide gastrique sécrété. L'acide gastrique est produit par le simple fait de sentir ou de voir des aliments, mais aussi des épices, et l'étirement de l'estomac provoque la sécrétion, c'est-à-dire la libération de l'acide gastrique. Environ 1 à 2 litres de suc gastrique sont produits par jour. Comme l'ésophage ne possède pas de couche de mucus protectrice comme l'estomac et l'ésophage sont séparés par un sphincter. Celui-ci se détend lorsqu'un bol alimentaire est poussé de l'ésophage dans l'estomac, puis se contracte pour empêcher l'acide et les aliments de remonter. Le suc gastrique est composé, entre autres, d'acide chlorhydrique, de l'enzyme pepsine, du facteur intrinsèque et de la lipase pour la digestion des graisses. Grâce au suc gastrique et au mouvement de l'estomac, qui ont lieu environ toutes les 20 secondes, les différents bols alimentaires sont mélangés à une masse semi-fluide d'aliments, partiellement digérés, appelée chyme. Au début, le chyme ne peut pas pénétrer dans le duodénum, car il y a un sphincter à la sortie de l'estomac. Le sphincter pylorique ressemble au sphincter ésophagiens. Le sphincter pylorique ne s'ouvre que de quelques millimètres, de sorte que les plus gros morceaux restent à l'intérieur de l'estomac. Dans la première section de l'intestin grêle, le duodénum, la bile et les sécrétions pancréatiques sont mélangées au chyme via l'ampoule hépato-pancréatique. Le suc pancréatique contient de nombreuses proenzymes et enzymes digestives. Pour que celles-ci puissent faire leur travail, il faut une valeur de pH supérieure à celle de l'estomac. C'est pourquoi le jus pancréatique contient du carbonate acide de sodium. Le carbonate acide de sodium est capable de neutraliser l'acide dans le chyme et de produire ainsi la valeur optimale du pH de 7 ou 8. La bile décompose les graisses en minuscules gouttelettes. C'est ce qu'on appelle émulsification. De nombreuses autres enzymes font partie du jus pancréatique, mais elles ne seront pas expliquées en détail ici. La bile est produite par les cellules du foie et transportée vers la vésicule biliaire. La bile est stockée dans la vésicule biliaire et finalement ajoutée à la nourriture dans le duodénum via l'ampoule hépato-pancréatique.
Le pancréas libère également du jus par l'intermédiaire de l'ampoule hépato-pancréatique. L'intestin grêle se compose de 3 sections, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. L'iléon se termine dans le gros intestin. Le duodénum et le jéjunum ont des plis circulaires pour augmenter la surface de contact avec les aliments. Ces plis circulaires s'étendent sur environ 1 cm dans la lumière de l'intestin grêle. Les plis sont recouverts de petites saillies en forme de doigts appelées villosités. Les villosités augmentent considérablement la surface. Les villosités mesurent environ 1 mm de long. Chaque villosité contient des capillaires sanguins et un capillaire lymphatique, que nous verrons plus tard. Les nutriments, marqués en vert ici, sont absorbés par les villosités et transférés aux capillaires sanguins. Comme pour l'ésophage, la nourriture est transportée par mouvements propulsifs. En revanche, les mouvements de brassage servent à mélanger le chyme, qui est représenté ici en jaune et rouge, pour faciliter la visualisation du processus de mélange. Le gros intestin est plus épais que l'intestin grêle. Il mesure environ 1 mètre de long et entoure l'intestin grêle. L'intestin grêle est relié au gros intestin par la valvule iléokécale. Elle s'ouvre lorsque le chyme doit passer de l'intestin grêle au gros intestin. Le gros intestin n'a pas de villosité, comme l'intestin grêle, car la plupart des substances digestibles ont déjà été absorbées dans l'intestin grêle. Cependant, on estime que le gros intestin contient 100 000 milliards de microbes. Ils sont importants pour de nombreuses autres tâches, telles que la production de vitamines et la décomposition des fibres, pour la production d'énergie du corps. Beaucoup de ces bactéries sont une partie importante du système immunitaire en tuant les germes nuisibles. Grâce au péristaltisme, le chyme est transporté du côlon ascendant au côlon transversal, au côlon descendant. Lors de son passage dans le gros intestin, l'eau est retirée du chyme. En outre, du mucus est ajouté pour une bonne excrétion des déchets. Les substances, qui ne peuvent pas être absorbées par l'intestin grêle ou le gros intestin, restent dans le rectum et sont finalement excrétées par l'anus. La langue amène le bol alimentaire vers le pharynx. L'arrivée de ces substances au fond de la gorge déclenche le réflexe de déglutition. Il consiste à faire descendre le bol alimentaire vers l'entrée de l'œsophage tout en fermant les voies respiratoires pour les protéger. C'est au cours de la digestion que les glucides contenus dans les aliments sont transformés en partie en glucose. C'est à ce moment-là que l'absorption intestinale permet au glucose de passer dans le sang. Sa concentration moyenne, qu'on appelle glycémie, est de l'ordre de 1 g par litre de sang. Même si elle peut varier au cours de la journée, cette valeur est maintenue à ce niveau grâce à l'intervention de mécanismes permettant le stockage et le déstockage du glucose. Car le glucose, source ou réserve d'énergie, est le carburant de nos cellules, nécessaire à leur fonctionnement. Foie et pancréas jouent un rôle fondamental dans la régulation de la glycémie. Le pancréas
sécrète dans le sang des hormones susceptibles d'en faire varier la valeur. 2 scénarios peuvent se présenter. Après un repas copieux, la glycémie augmente. Le pancréas va le détecter et déclencher immédiatement la production d'une hormone, l'insuline, qu'il libère dans le sang. L'insuline, c'est la petite clé qui permettra au glucose de pénétrer dans la plupart des cellules de l'organisme qui en ont besoin pour fonctionner. Mais l'insuline va également favoriser la mise en réserve du glucose dans les organes de stockage du corps, principalement le foie et les muscles. L'ensemble de ces mécanismes tend à s'opposer à la hausse excessive de la glycémie dont souffrent les diabétiques. On peut donc dire que l'insuline sécrétée par le pancréas, en favorisant le stockage du glucose, fait baisser la glycémie. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas contraire, après un jeûne prolongé. Le pancréas détecte une baisse de la glycémie, un manque de glucose dans le sang. Il se met alors à sécréter une autre hormone, le glucagon, dont l'effet principal est de stimuler la libération du glucose stocké dans les cellules du foie. Le foie est le seul organe dont les cellules soient capables de restituer dans le sang le glucose emmagasiné. Ce déstockage du glucose va avoir pour effet d'empêcher une hypoglycémie dangereuse. Pancréas et foie jouent donc un rôle important dans le contrôle permanent de la glycémie. Ce contrôle suppose un équilibre satisfaisant entre les 2 hormones antagonistes sécrétées par le pancréas et une gestion fine du stockage-déstockage du glucose dans le foie. Cet équilibre dynamique, qu'on nomme homéostasie, est obtenu grâce à ce système autorégulé à commande hormonale qui s'avère être une authentique mécanique de précision. Le système lymphatique est un vaste réseau de vaisseaux qui parcourt tout le corps. Il effectue plusieurs fonctions, dont celle d'éliminer l'eau qui pourrait engorger les tissus. Tous les jours, de grandes quantités de liquide quittent la circulation sanguine vers les tissus du corps. Les vaisseaux du système lymphatique recueillent ce liquide afin d'empêcher le gonflement des tissus. Le liquide, appelé lymphe, voyage en une seule direction dans les vaisseaux lymphatiques. Lors de son parcours, la lymphe passe à travers de petits amas d'organes qui sont situés le long des vaisseaux. Ce sont les ganglions lymphatiques. Ces ganglions renferment plusieurs de nos cellules immunitaires avec lesquelles ils nettoient la lymphe en y retirant les agents infectieux présents. Une fois nettoyée, la lymphe retourne dans la circulation sanguine par l'entremise des veines sous-clavières. Tous les jours, le système lymphatique draine et nettoie ainsi près de 3 litres de lymphe. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration.
Les échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui, récupéré par le sang, est reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère. Les 5 litres de sang de notre corps passent 36 fois par jour dans les reins. Cela représente 180 litres de sang qui y transitent chaque jour. Lorsque le sang entre dans les reins, il est chargé d'impuretés. Celles-ci sont d'abord filtrées avant d'être évacuées dans l'urine. La filtration de ces déchets se déroule au niveau des néphrons. Ce sont de toutes petites unités de filtration présentes à plus d'1 million d'exemplaires dans les reins. Leur fonctionnement aboutit à la formation de l'urine. L'urine contient donc les déchets du sang, mais aussi et surtout de l'eau. Elle représente 95% de son volume. Nous produisons 1,5 litre d'urine chaque jour. Cela explique en partie nos besoins en eau de plus de 2 litres par jour. L'urine quitte les reins par les uretères pour atteindre la vessie où elle est stockée. Lorsque le volume d'urine dans la vessie dépasse 200 ml, sa paroi se dilate, ce qui entraîne l'envie d'uriner. Le relâchement de certains muscles permet alors à l'urine de s'écouler dans un conduit appelé urètre et de s'évacuer à l'extérieur de l'organisme.